Alors, avant de présenter réellement ce qui existe dans notre université, je propose de faire un petit feedback sur ce qui a été fait et pourquoi. Déjà, un petit rappel sur les universités Vivaldi. Donc la première, elle date de 2006, elle est faite les 30-31 mai. Le 31 mai. Voilà, en Martinique. Alors l'idée, c'est comique parce que ça ne s'appelait pas encore Université Vivaldi. Et la démarche qui avait été faite auprès du ministère était de dire que le ministère organisait beaucoup de manifestations à l'époque en France hexagonale, où les enseignants et enseignants-chercheurs d'une région pouvaient facilement s'y rendre en prenant un billet de train, et que nous, à l'Université des Antilles et de la Guyane, compte tenu du coût du déplacement, si on avait pu envoyer 1 ou 2 enseignants, c'était tout ce qu'on pouvait faire. Et on avait négocié avec le ministère, ça avait été très difficile à l'époque, pour leur dire de nous donner la subvention pour que nous puissions organiser régionalement ces universités pour réfléchir sur ces aspects-là. Alors, j'essaie aussi surtout de rappeler le titre qui était fait à chaque fois. Là, c'était la conception des contenus numériques de formation. Donc là, à l'époque 2008, on ne parlait pas encore de pédagogie, on parlait juste de concevoir des contenus numériques qui permettraient, pensait-on, aux étudiants leur permettaient, qui les auraient aidés à apprendre. C'était juste de la conception de contenu. Alors, après, on a eu, cette université s'était tellement bien passée que le ministère a acquis ce concept de nous donner une subvention pour organiser régionalement. Et donc, après la Martinique, nous avons décidé, puisque notre université elle est tripolaire, de l'organiser en Guadeloupe. Et donc là, on a vu apparaître quand même le mot, le concept de pédagogie. Mais on ne parlait pas de pédagogie universitaire, c'est de l'accompagnement pédagogique via le numérique. Donc on ne dit pas qu'on fait de la pédagogie, on dit simplement qu'on fait de l'accompagnement pour pouvoir faire de la pédagogie. Est-ce que c'est l'accompagnement à la pédagogie? Est-ce que c'est l'accompagnement des étudiants? Le flou demeurait. Et c'est la réflexion qui avait été menée en Guadeloupe. Et notamment, je me rappelle du retour des collègues, c'était très bien tout ça. D'accord, la première fois, on avait vu qu'on pouvait élaborer des contenus, que ces contenus pouvaient servir à accompagner nos étudiants dans leur apprentissage. Mais est-ce qu'il y avait des moyens mis à la disposition des enseignants pour reconnaître leur investissement qui était quand même coûteux dans ce domaine-là? Et donc, je me rappelle la table ronde de fin, où il y avait eu un débat assez fort, où les collègues disaient « oui, d'accord, mais oui, qu'en est-il » Et à l'époque, il n'y avait pas encore de référentiel d'équivalent horaire. Donc tout ça, on disait « oui, mais il faut avoir la volonté, c'est de l'altruisme, c'est de l'investissement pour le bien-être de nos étudiants. » Donc ça, c'est des discours qui restent un moment très gentils, mais qui ne sont pas réellement exploitables. Alors, après, on a relevé le challenge d'organiser les universités Vivaldi en Guyane. Alors, c'est vrai que ça a été un véritable challenge, puisque on sait bien que dans la configuration de notre université, c'est sous le pôle guyanais que nous avons le moins d'étudiants et le moins d'enseignants-chercheurs. Mais je pense que justement, dans ce pays, c'est peut-être là où nous avons le plus besoin encore de tout cet apport du numérique. Et c'est vrai que c'était plus coûteux, puisqu'il fallait, quand on déplace une vingtaine de Guyanais pour pouvoir se rendre aux Antilles, là, déplacer 60 Martiniquais et Guadeloupéens pour aller en Guyane, quand un billet coûte 150 € d'un côté, de l'autre il coûte 550, vous voyez tout de suite le calcul. Mais on a relevé le challenge et ça a été très intéressant parce qu'on a pu vraiment faire un débat sur place, poser la problématique de la Guyane également. Et là, justement, on regarde le titre, le numérique catalyseur de nouvelles pédagogies. Donc, moi je trouve ça très intéressant parce que on parle de pédagogie, mais on a rajouté le mot nouvelle. C'est-à-dire, on ne veut pas dire à nos enseignants que vous savez, vous n'êtes pas des bons pédagogues, on ne dit pas ça, mais on leur dit, essayez, via le numérique,
de penser à une nouvelle pédagogie. En réalité, de penser pédagogie. Donc et on avait longtemps débattu, notamment avec les premiers concepts de réseaux sociaux. On n'en parlait pas réellement encore à l'époque, mais on a introduit la notion de jeu en ligne, donc apprendre autrement, permettre aux étudiants d'apprendre autrement. Et enfin, nous débouchons cette année sur cette pédagogie numérique universitaire. Et là, on sent qu'il y a une certaine maturité et que l'enseignant, si on arrive à exposer de tels thèmes, commence à acter le fait qu'il faille vraiment parler de pédagogie à l'université. Moi, je trouve que c'est une véritable évolution, une véritable révolution même, et c'est très intéressant par rapport à nos étudiants. Et donc, pour pouvoir situer un petit peu le contexte de ce qui existe, donc c'est le président Rencontre qui avait eu cette première initiative de sentir qu'il fallait justement pousser au développement du numérique. Et à l'époque, nous avions juste un chargé de mission qui s'occupait uniquement de EOAD, c'est-à-dire enseignement ouvert et à distance. Et après, on a poussé et on a senti la nécessité de créer un véritable service commun pour la maîtrise des TIS à l'université. Alors, c'est la réflexion que nous avons menée. Aujourd'hui, peut-être que ça demande réorganisation. Pourquoi? Parce que nous avions déjà des centres de ressources informatiques, des CRI, et nous avions 3 CRI au sein de notre université, un CRI Martinique, un CRI Guadeloupe et un CRI Guyane. Et là, on a rajouté un autre service commun, le STIS. Pourquoi? Parce que le CRI, c'était plus au niveau du matériel, de l'équipement, et là, on ne voulait pas être au niveau de l'équipement, mais on voulait vraiment parler usage. Donc, on a créé un service qui vraiment allait vers la formation des enseignants, la mise en place d'outils pour pouvoir apprendre via le numérique. Et bien évidemment, ces services sont contraints de travailler ensemble parce que le STIS qui met en place ces outils-là ne peut pas travailler sans les équipements qui sont gérés par les centres de ressources. Et aujourd'hui, on parle même de direction des systèmes d'information. Il y a encore une évolution qui est faite au niveau de l'université et tout ça, il faut l'organiser. Donc pour pouvoir situer un petit peu l'environnement, je vous ai mis la notion de comment le STIS est organisé avec une direction et 3 directeurs adjoints que je vous ai présenté ce matin. Au-delà de cette organisation purement, je dirais, politique du STIS, je vous présente également l'organisation, je dirais, fonctionnelle, où nous avons notamment un ingénieur TIS, enfin, un ingénieur en technologie de la formation, en la personne de Mme Gilliane Augustin-Lucine, que je tiens à remercier parce qu'elle s'est beaucoup donnée pour l'organisation de ce séminaire, comme pour les précédents. Et à côté, nous avons des chargés de mission, notamment par rapport aux C2I, sur lesquels je vais revenir, et également un chargé de mission FOAD. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de l'université compte tenu de notre configuration, justement d'université éclatée, de pouvoir utiliser le numérique et donc de mettre en place un maximum de formations en ligne. Et donc à côté, nous avons une équipe technique avec Gaël Gontier et Cédric Rosine, ainsi que des assistantistes que nous avons créés pour pouvoir aider justement les étudiants à apprendre. Donc, ce ne sont pas complètement des enseignants, mais ce sont des personnes qui accompagnent notamment pour les C2I l'acquisition de connaissances. Alors, les missions du STIS, quelles sont-elles? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est la promotion des TIS auprès de la communauté UAG, donc l'usage des TIS, l'organisation et la mise en œuvre du C2I niveau 1, la coordination du C2I niveau 2 et l'accompagnement des enseignants. Alors, au niveau de la promotion, excusez-moi, la promotion des TIS. Alors, l'un des principaux rôles du STIS, c'est justement la gestion de la plateforme pédagogique. Donc, nous avons une plateforme pédagogique qui est sur Moodle, qui est accessible via e-uag.unif-ag.fr. Alors, dire quelques mots là-dessus, c'est que, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une véritable maîtrise maintenant de cette plateforme, à la fois par le STIS et le CRIEM qui est en charge de toute la partie technique.
Et surtout, on voit la multiplication de son utilisation. Nous sommes arrivés jusqu'à des pics de 58 000 connexions, donc ça veut dire que vraiment, il y a un usage. C'est vrai que c'est dû aussi par le fait que le C2I1 sur lequel je vais revenir et se fait justement via la plateforme. Mais au-delà du C2I, on note chaque jour des demandes de cours et surtout dans toutes les disciplines de notre université, parce que notre université, c'est une université pluridisciplinaire et avec médecine. Et donc, et régulièrement, d'ailleurs, nous avons mis en place un formulaire de demande de cours automatique, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu rudimentaire, il fallait appeler ou envoyer un mail. Aujourd'hui, la demande est tellement régulière que ça se fait, les cours sont créés de façon automatique. Alors, la critique qu'on pourrait faire, c'est que c'est encore beaucoup de documents simplement déposés, accessibles pour les étudiants. Et notre souhait, c'est qu'on aille vraiment vers l'usage d'une plateforme pédagogique avec un véritable accompagnement des étudiants en ligne, avec de l'aide à l'auto-apprentissage et surtout à l'auto-évaluation, que l'étudiant puisse juger de lui-même par les différents outils s'il a acquis ou pas la connaissance. Alors, cette plateforme pédagogique, qui dispose d'aujourd'hui de près de 500 cours dans des différentes matières, qui se calque sur l'organisation en présentiel, parce que la majorité des enseignements sont de l'aide au présentiel, donc c'est pourquoi nous nous sommes calés sur l'organisation présentielle, mais elle offre aujourd'hui une formation aussi complètement en ligne. Donc on voit l'évolution qui se produit. Alors, l'autre rôle du STIS aussi, c'est d'accompagner les enseignants à l'usage des ressources des universités numériques thématiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les UNT, ce sont des universités, je dirais, thématiques en ligne qui offrent des ressources que vous pouvez réutiliser dans vos enseignements ou donner comme pointeur à vos étudiants dans les différents domaines. Donc, nous avons travaillé notamment sur l'université numérique au Neige, pour pouvoir offrir une formation en ligne, avec l'UNGF. Donc ça, c'est un coût relativement important, l'abonnement à ces universités numériques. Donc c'est pourquoi nous nous abonnons que s'il y a un véritable usage, et parce que ça ne sert à rien de dire qu'on est dans des universités numériques et puis il n'y a aucun enseignant qui l'utilise. Alors est-ce que c'est parce que les enseignants ne sont pas au courant? Je ne sais pas. Nous essayons de faire des campagnes régulièrement pour pouvoir dire que ça existe. Je le redis encore aujourd'hui. Il en existe dans tous les domaines, en médecine, dans les domaines de l'ingénierie, donc mathématiques, physique, etc., dans le droit, etc. Donc il y a des points, via le site du STIS, via la plateforme, il y a des pointeurs vers ces universités numériques. Si ça vous intéresse, nous pouvons vous accompagner pour pouvoir les utiliser. Alors après, l'autre point, c'était d'assurer, je dirais, à la conception, au déploiement de supports de formation, notamment en formation ouverte et à distance. Alors pour ça, nous avons essayé de formaliser un peu les choses, parce que bon, ça partait un petit peu dans tous les sens au sein de notre université. Donc là, aujourd'hui, nous avons défini un processus de mise en place des formations en ligne. Processus qui a été validé par le conseil d'administration, enfin, par le CEVU d'abord, et ensuite par le conseil d'administration de notre université. Donc là, aujourd'hui, il y a une procédure. Si vous voulez mettre une formation en ligne, il y a tout un process qui est défini, avec des accompagnements qui peuvent vous être donnés, et avec des étapes de validation par les conseils des composantes, par le CEVU et puis par le CA. Donc un petit peu, j'ai mis une toute petite partie du schéma là, ici, pour que vous puissiez le voir, notamment avec la première partie qui est l'analyse des besoins, donc qui peut être faite soit par un enseignant qui a identifié qu'il y a un besoin, soit par une équipe pédagogique, ce qui est préférable, ou par même l'institution qui sent qu'il faut aller vers un tel domaine. Donc c'est pour ça qu'il y a un chargé de mission qui accompagne à ce niveau-là. Et à partir de là, il y a une étude de faisabilité qui est menée pour voir si vraiment ça présente un intérêt. Donc en analysant réellement le vivier potentiel, parce que le souhait aussi au sein de notre université, c'est de ne pas ouvrir tout azimut des formations, puis après on se retrouve sans moyens pour pouvoir la faire tourner. Donc est-ce qu'il existe un véritable public? Est-ce qu'il a été identifié? Quels sont les moyens qui sont mis pour pouvoir faire tourner cette formation? Est-ce que les ressources pédagogiques existent? Est-ce qu'il faut les créer? Avec qui on va les créer? Est-ce que le STIS peut accompagner sur cette création, etc.
Donc c'est un certain nombre de questions que nous devons nous poser avant de pouvoir mettre en place cette formation. Donc à la fin, ça, on aboutit, enfin ça c'est la moitié du schéma, après ça continue, et le schéma il est en ligne, si vous voulez pouvoir l'avoir, pour avoir le process d'élaboration, à un document de la formation en ligne qui doit être validé par le conseil des composantes, qui doit être soumis au CEVU et après qui est mis en œuvre par les différents opérateurs. Donc il y a un avis du STIS qui est donné sur la qualité de, non pas la qualité de la formation, mais la qualité des ressources qui sont prévues, l'organisation qui est prévue pour cette formation en ligne. Alors après, au niveau de l'autre grande mission du STIS, j'avais dit que c'était l'organisation et la mise en œuvre du C2I 1. Donc le C2I 1, c'est le C2I, donc certificat informatique et Internet niveau 1. Donc comme on en a parlé déjà, Claude Bertrand et Geneviève Lameule, il existe aujourd'hui des certificats. Donc c'est des certificats de compétences. L'idée c'était pas comme classiquement à l'université de donner un diplôme, donc au niveau de formation, mais vraiment de reconnaître des compétences. Donc ça ne s'évalue pas en termes d'une note, mais ça s'évalue vraiment par un certain nombre d'items pour lesquels on reconnaît si vous avez ou pas la compétence. Donc et le grand travail du ministère justement aujourd'hui, c'est de faire la promotion de ces certificats au niveau des entreprises et des administrations pour reconnaître quand un candidat se présente avec ce certificat, on puisse reconnaître sa compétence, identifier clairement de quelle compétence il dispose. Alors, nous, ce qui est intéressant, c'est avec le STIS, nous avons voulu offrir ce certificat sur les 3 pôles de notre université et de façon uniforme et homogène, en sachant que notre université n'est justement pas uniforme et homogène. Donc il y a eu un très grand travail qui a été fait avec toute l'équipe du STIS et les 3 directeurs adjoints qui se sont vraiment saisis de ce dossier. Et aujourd'hui, nous arrivons à une organisation qui est perfectible, certes, mais où nous avons, après différentes étapes de retour et autres, nous arrivons avec une organisation avec des TP en présentiel et des activités que l'étudiant doit mener en ligne à son rythme. Et là, on voit justement l'apport du numérique, c'est-à-dire que le premier TP présentiel pour pouvoir expliquer ce qu'on attend d'eux, mais après l'étudiant, il fait l'acquisition de la connaissance parce qu'il y a des ressources à sa disposition à son rythme, et surtout, il a un temps qui est bien sûr qui est déterminé, mais il a un certain temps pour pouvoir faire son activité qu'il fait comme il le souhaite. S'il a son smartphone qui arrive à accéder à la plateforme en étant sur une plage, pourquoi pas, il peut faire son activité à ce moment-là. Donc il fait l'activité au moment où il est le plus prêt à pouvoir la réaliser. Même si c'est vrai qu'on constate que beaucoup d'étudiants attendent comme d'habitude la dernière minute pour pouvoir faire l'activité. Ça, on ne peut pas y échapper. Mais il y a un véritable travail qui a été fait. Et aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres quand même, parce que je pense que c'est intéressant quand même de savoir. Alors, c'est un petit peu le nombre d'étudiants formés à la compétence. Donc, ça tourne aujourd'hui aux environs de 4000. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de faire le C2I sous forme de 2 modules qui se déroulent durant les deux premiers semestres. Parce qu'on sait que la première année, c'est là où nous avons le taux de perte le plus important. Et l'idée, c'est de se dire que même si l'étudiant quitte l'université, eh bien qu'il ait acquis quand même une certaine compétence. Donc c'est plus dur à faire parce que quand on a géré la masse, c'est pas toujours évident, mais on a cette volonté-là que l'étudiant, même s'il ne continue pas tout son cursus, eh bien qu'il ait quand même acquis l'utilisation des outils numériques que nous estimons aussi important aujourd'hui que de savoir utiliser un stylo pour pouvoir intégrer un emploi. Donc notre taux de réussite en 2009-2010, il était de 25%, à savoir que la moyenne nationale était de 36%, donc nous sommes quand même en deçà, donc il y a un travail encore à faire pour pouvoir l'améliorer, mais je ne suis pas surpris de notre taux parce que nous le faisons justement sur la première année. C'est-à-dire que si on faisait sur la deuxième année, je pense qu'on aurait eu un taux de réussite qui serait nettement plus important. Alors, c'est quand même par rapport à l'année précédente, le 25% représente un taux d'évolution d'au moins 3 points. Alors, en 2010-2011, nous avons eu 28%, donc on voit qu'on est quand même en augmentation. Et puis surtout, pour pouvoir accompagner les étudiants, nous avons mis en place un dispositif de tuteurs, donc d'assistantistes,
Et nous ont effectué près de 500 heures à la fois en ligne, donc où les étudiants peuvent poser des questions, puisque nous avons remarqué que les enseignants n'étaient pas toujours disponibles pour pouvoir répondre aux questions. Donc les tuteurs étaient là pour accompagner, pour répondre aux questions aux étudiants. Donc ce ne sont pas des étudiants, c'est plus des personnes qui ont la réflexion, la démarche de l'enseignant pour pouvoir accompagner l'étudiant. Et également, ils ont fait de l'assistance en présentiel, notamment dans les bibliothèques universitaires, où les étudiants pouvaient venir avec leurs problèmes, poser leurs questions. Je ne sais pas faire mon activité, est-ce que je peux avoir quelques compléments d'information? Bien sûr, il ne faisait pas l'activité à la place de l'étudiant, mais il accompagnait dans sa démarche. Alors, nous sommes aussi coordinateurs du C2I 2E, le C2I de niveau 2, enseignant. Je dis simplement coordonnateur parce qu'en réalité, il est mis en œuvre par les écoles internes de l'IUFM. Alors encore une fois, notre université, elle a sa propre caractéristique parce que généralement, c'est plusieurs universités qui ont intégré une école interne UIFM. Nous, on est une seule université avec 3 écoles internes. Donc, mais justement, le fait d'avoir mis le STIS comme coordonnateur, c'est comme on a intégré les UFM au sein de l'université, c'est une volonté de faire les UFM travailler ensemble sur cette problématique, que ce ne soit pas le C2I de l'UFM de Guadeloupe, le C2I de l'UFM de Martinique et celui de la Guyane, mais qu'ils arrivent à avoir une coordination, et nous avons déjà fait cette première coordination par le dossier d'autorisation à délivrer le C2I, où justement il y a eu un travail qui a dû être fait d'harmonisation des pratiques pour pouvoir avoir la même démarche sur la même pratique pour pouvoir développer le C2I. Donc aujourd'hui, c'est la même, chacun a sa plateforme, mais c'est les mêmes approches qui sont utilisées. Donc une plateforme Moodle avec le même outil d'évaluation, à savoir Fruité. Je ne dis pas de bêtises, je regarde toujours les responsables UFM là-dessus. Et nous avons nommé 3 chargés de mission au sein de chaque UFM, donc qui doivent travailler ensemble pour pouvoir offrir cette action. Alors, l'autre aspect, c'est l'accompagnement des enseignants autistes. Alors, on veut faire de l'accompagnement pour la réalisation de modules de formation à distance, donc, et aussi donc, des ateliers de prise en main de la plateforme UH. Donc l'idée, quelle est-elle? C'est que nous avons organisé un certain rythme de formation des enseignants sur les 3 pôles, en sachant pertinemment que, de par nos multiples contraintes, faire des grandes formations avec 30 personnes, c'est quasiment impossible. Donc nous préférons multiplier les formations avec 4-5 enseignants. Et surtout, pourquoi? Parce que l'idée, ce que nous voulons essayer de faire, c'est un peu ce dont a parlé Geneviève, à savoir vous accompagner sur une démarche projet. Non pas faire de la formation, vous dire, voilà, on vous forme à Moodle, et puis que demain vous ne l'utilisez pas. Mais plus, vous dire, quel est votre projet? Pourquoi vous avez envie de connaître Moodle? Est-ce que c'est parce que vous voulez mettre des cours en ligne? Est-ce que c'est parce que vous voulez accompagner vos étudiants? Sous quelle forme? Pourquoi? Et donc, à ce moment-là, presque, je dirais, vous apporter une aide individualisée par rapport à votre projet. Et donc, là, par rapport à certains ateliers, je vois justement Catherine là qui va faire des retours cet après-midi, dire finalement comment le STIS lui a apporté, ce que ça a apporté par rapport à ses étudiants. Et donc, on va essayer de mettre ça de plus en plus en place, parce qu'on s'est rendu compte que les formations globales, ça ne portait pas. Nous avons des exemples criants où nous avons le même enseignant, ça fait 3 fois qu'il fait exactement la même formation et qu'il ne s'est toujours pas mis à l'utilisation de la plateforme. Parce que chaque fois, il dit, j'ai oublié entre-temps, il faut me rafraîchir la mémoire, je reviens. Et puis entre-temps, il part dans ses multiples obligations et hop, il faut qu'il recommence de nouveau et donc on n'a pas décollé. Donc l'idée, c'est comment identifier au départ plutôt un projet et après vous accompagner sous cette démarche. Alors dans l'accompagnement, il y a les Vivaldi qui sont notamment là, mais il y a des expériences qui ont été menées, notamment je pense au tutorat de médecine, qu'il faudrait relater également, où justement, avec toute une démarche, notamment dans le cadre de la première année de médecine, et les tuteurs qui doivent accompagner les étudiants, via le STIS, on a pu offrir des outils pour pouvoir aider les étudiants à apprendre.
Donc après, on essaye aussi d'aller sur des approches un petit peu plus innovantes, notamment au niveau du podcast. Donc il y a un atelier là-dessus aussi, où là, on est peut-être encore au début, mais c'est perfectible. Mais c'est cette volonté de s'adapter à la pratique de nos étudiants. Et il y aura notamment une très belle conférence en visio là-dessus, pour montrer que c'est pas inintéressant d'utiliser ce genre d'approche pour pouvoir permettre à nos étudiants d'acquérir de la connaissance. Alors là, donc c'est le dernier point justement, c'est de comment on peut vous accompagner de façon individuelle et en vous donnant des astuces, des pratiques, et surtout en essayant de coordonner la connaissance, un petit peu le réseau social des pratiques TIS au sein de notre université que nous essayons de coordonner. C'est-à-dire que quand un enseignant a découvert une façon de faire qui est porteuse par rapport aux étudiants, nous essayons de formaliser cette approche et la mettre à disposition des autres enseignants lorsqu'ils viennent acquérir de la formation. Bon, ce n'est pas de la formation, je dirais, purement formelle, mais c'est de la formation issue de l'expérience de nos collègues que nous essayons de distribuer. Donc, après, c'est pour répondre un petit peu aux questions qui ont été posées notamment en Guadeloupe, c'est montrer l'évolution de notre université, parce qu'on parlait d'accompagnement des enseignants, et la question claire qui nous était posée, oui, mais qu'est-ce qu'on gagne à cette question? Et à l'époque, nous n'avions pas de réponse. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un référentiel d'équivalence horaire qui a été voté par le conseil d'administration, et dans ce référentiel, le STIS, enfin, je me suis battu pour qu'il y ait justement la reconnaissance de l'activité numérique, et donc qui est aujourd'hui codifié et qui avec un volume horaire en équivalent TD qui vous est attribué en fonction de l'activité que vous aurez menée. Donc ça, c'est quand même une grande évolution au sein de notre université, c'est la reconnaissance de l'investissement à ce niveau-là. Donc avec trois grands aspects, donc l'élaboration et la mise en ligne de modules d'enseignement ou de formation sans tâche directe liées à l'assistance et à l'évaluation des étudiants. Donc ça, c'est la première identification. L'assistance et l'évaluation des étudiants dans le cadre d'un enseignement mis en ligne. Et enfin, la conception et le développement d'activités pédagogiques numériques destinées à l'enrichissement du présentiel. Donc ça, bon, après, ça se décline par sous-item, mais en fonction de votre activité, donc de votre investissement, vous rentrez dans l'un de ces cadres-là, et dans votre fiche horaire, vous pouvez la cocher, et donc ça peut être, même aujourd'hui, et c'est ce qu'il y a de bien, ça peut être intégré dans votre obligation de service statutaire, c'est-à-dire dans vos 192 heures pour un enseignant, chercheur, professeur ou maître de conférence, ou dans vos 384 heures, vous pouvez dire, voilà, je fais telle activité qui représente tant d'heures. Enfin, les heures sont codifiées, et donc vous vous amenez à vos 192 heures. Ça, c'est vraiment, ou bien les prendre comme heures complémentaires. Mais le fait que ça puisse être intégré dans le service, moi je trouve que c'est quand même une évolution qui reconnaît le statut de l'enseignant qui s'investit dans ce domaine. Alors là, j'ai dressé un petit peu ce qui peut être fait, enfin qui est fait au niveau du STIS. On pourrait en dire encore pas mal, mais bon, l'idée c'est juste de vous montrer un petit peu les orientations et comment il y a l'appui finalement dans la politique d'établissement et la reconnaissance de notre activité. Alors, pour parler un peu des autres services, parce que l'idée c'était de parler un petit peu de tout ce qui est fait au sein de notre université, je voulais parler également de l'activité au niveau du SCD, de la bibliothèque universitaire, et donc qui se décline de la façon suivante. Donc, la première approche, c'est la formation évaluée à la recherche, donc qui est faite via le passeport documentaire, à la recherche documentaire. Et là, c'est une expérience qui a été menée depuis quelques années. Enfin, Anne Pajar pourra en parler peut-être mieux que moi. Mais l'idée, c'est, parce que bon, on a vraiment travaillé ensemble, STIS et PU là-dessus, c'était de se dire, il faut qu'on forme des étudiants à la recherche documentaire. Et alors, classiquement, avant, ça se faisait par des visites de bibliothèques universitaires. Et puis on a compris qu'il fallait vraiment leur enseigner cette recherche documentaire, et mieux, même en faire une évaluation, parce qu'on connaît nos étudiants, quand c'est évalué, ils ont une tendance à apprendre un peu mieux. Et donc, en utilisant la plateforme pédagogique, donc avec des modules qui étaient en ligne, avec des activités, on leur permettait justement de découvrir
la recherche documentaire, de se former et d'apprendre. Donc ça, c'est le premier aspect donc, du numérique. L'idée, c'est à la fois donc, les aspects classiques de la bibliothèque, mais aussi toute l'approche recherche numérique qui peut être faite aujourd'hui à la bibliothèque. Après, il y a la partie accueil et information, avec notamment le portail documentaire qui a été mis en place. Et également, alors je prends mes notes parce que je ne suis pas un spécialiste de la bibliothèque, mais bon, comme ça je ne vais pas dire trop de bêtises. Donc voilà, alors donc notamment donc ULIB, qui est un service d'information et de renseignement bibliographique, et ce qui est intéressant, c'est par des outils que je trouve dans nos pratiques quotidiennes, notamment au niveau des étudiants. Donc ça peut se faire par chat, ça peut se faire par courrier électronique classique, mais ça peut aussi se faire via un réseau collaboratif de 50 bibliothécaires, dont une dizaine sont à l'UAG, et qui permet justement de vous accompagner à distance à vos recherches d'informations. Et ça, je trouve que vraiment, ça, c'est une évolution qui est à noter. Alors après, il y a la valorisation de l'information scientifique et technique à destination des étudiants, et notamment la mise en place de UAG Doc, donc le nouveau moteur de recherche de la bibliothèque universitaire, qui est devenu un point d'entrée unique qui permet d'accéder à l'ensemble des ressources, catalogue de la bibliothèque numérique Manioc, etc., la plateforme Ilibris, etc. Il y a également l'approche Réfort, donc il y a un atelier là-dessus aussi au niveau de l'atelier labo, qui permet de vous aider à construire vos bibliographies. Il y a également le projet de mise en ligne des thèses. Donc ça, c'est un petit peu dresser ce qui est fait au niveau de la bibliothèque universitaire du point de vue du numérique, qui se fait bien évidemment dans un cadre en concertation avec ce qui est fait au STIS et les outils qui sont faits également, mis en place au niveau du CRI. Ce qui me permet justement de présenter pour finir le centre de ressources informatiques. Alors, j'ai mis CRI, mais en réalité, dans nos 3 CRI, c'est le CRI Martinique qui est en charge de ces aspects, je dirais, plus usage numérique à destination des enseignants et des étudiants. Donc cette pratique se fait via l'ENT. Donc ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'Université des Antilles et de la Guyane, nous disposons d'un véritable environnement numérique de travail qui vous permet d'accéder à l'ensemble des ressources de façon unifiée. Donc à la fois des ressources d'information classiques de notre université. C'est vrai que ça a du mal à être utilisé, et ce n'est pas propre à notre université. On voit ce résultat-là dans toutes les universités. Donc je pense c'est parce qu'il faut faire une certaine communication, il faut peut-être mettre une locomotive encore plus importante, voire un TGV pour pouvoir permettre à tout le monde de suivre. Mais ça existe, et l'information, et beaucoup d'informations est diffusée via cette ENT, qui peut également intégrer votre emploi du temps. Et surtout, aujourd'hui, comme nos emplois du temps commencent à être en ligne, donc vous pouvez synchroniser votre propre emploi du temps avec l'emploi du temps de la formation dans laquelle vous intervenez. Donc tout ça, c'est des évolutions. Oups là, j'ai oublié de brancher. J'ai plus de batterie. Finir, parce que j'ai plus de batterie. Je pense que ça ira. Alors donc, accès à la bibliothèque numérique, accès à des forums, à un guichet électronique unique pour l'ensemble. Donc via l'ENT, on peut accéder également à la plateforme pédagogique. Vous disposez d'espaces de stockage. Souvent, je le dis parce que souvent des enseignants s'adressent à nous au niveau du STIS pour avoir de l'espace de stockage. Alors que s'ils avaient pris l'habitude d'utiliser, ou s'ils avaient commencé à utiliser l'ENT, ils auraient su qu'ils ont cet espace de stockage pour pouvoir mettre des ressources, éventuellement, pas forcément pour les étudiants, mais pour d'autres collègues en échange. Donc ça existe. Après, donc, il y a tous ces aspects espace documentaire sur notre université. Donc vous pouvez retrouver via cette ENT tous vos formulaires, notamment vos formulaires pour pouvoir remplir vos demandes pour votre service reconnaissant votre activité numérique. Et il y a tout l'aspect courrier électronique, gestion de la scolarité, gestion de votre dossier administratif.
du Wi-Fi, et également quelques outils collaboratifs qui ont été mis en place. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour de notre université avec les 3 grands services qui sont structurés autour du numérique. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions, quelques retours, quelques informations. Est-ce que vous, par exemple, question simple, est-ce que vous étiez au courant que tous ces services-là existaient? Oui, non, pourquoi? Parce que c'est justement notre but, c'est de, comme disait Geneviève, comment au niveau des services structurer la chose pour que vous puissiez vraiment être des utilisateurs.